Bonsoir mes amis, j'avais trouvé le plan de base de mon grand tableau, mais je ne savais pas comment le représenter. J'ai fait plusieurs tentatives, mais comme c'était trop compliqué à réaliser en entier, dans un premier temps, je n'ai peint que les côtés, et dans un format rectangulaire, ne m'étant pas encore habitué au retour du carré. J'ai réalisé Connexion, le premier tableau animant musique que j'ai présenté en spectacle au public. C'est grâce à Iris Clair, une galeriste mondaine et célèbre pour avoir lancé les nouveaux réalistes, dont Yves Klein, que j'ai pu faire cette présentation dans le théâtre qui se situait à côté du bowling du jardin d'acclimatation, aujourd'hui disparu, remplacé par la fondation Vuitton. Il y eut plus de 1000 visiteurs, tant Iris avait de relations, mais le tableau ne fut pas vendu. C'est à la suite de cette présentation que je me suis lancé dans la reproduction du son que j'ai déjà évoqué. C'est juste après avoir trouvé ce dessin dont le carré central au bout de 9 plans est 10 000 fois plus petit que le plus grand, ce qui aura son importance plus tard, que j'ai rencontré Fumi, qui est toujours ma compagne japonaise. Dès le début de 1982, à la suite de cette découverte, des phénomènes étranges se sont passés. J'ai commencé à avoir des visions internes qui ne ressemblaient en rien à l'iconographie traditionnelle. Il s'agissait d'images géométriques qui m'apparaissaient après une séance dans ce qui deviendra l'extasium. Je pensais qu'elles m'étaient envoyées pour que je les réalise dans mes tableaux électroniques. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai constaté que si des fois ça correspondait bien à une composition, la plupart du temps ça ne marchait pas. J'avais parlé de ces visions à un ami, François, qui avait de grandes connaissances ésotériques. Il me dit qu'il faisait partie d'une grande secte hindouiste et me proposa de les rejoindre pour recevoir ce qu'il appelait la connaissance, que seul un formateur initié pouvait transmettre, et qui, d'après ce qu'il me disait, me permettrait d'atteindre des plans plus élevés. J'étais très réticent, ne souhaitant pas m'affilier à quelque groupe que ce soit. Mais François m'affirma que c'était le seul moyen pour accéder à la fameuse connaissance. J'acceptai de me rendre à 3 reprises dans leurs locaux où l'ambiance hindouiste avec des chants et des photos du gourou ne me plut pas. À chaque fois, on aurait dit qu'un mur invisible empêchait le formateur de me transmettre leur connaissance et ils me le refusèrent. Si François en fut chagriné, j'en étais au contraire très content, car je sentais quelque chose de beaucoup plus fort, plus élevé qui m'attendait. J'ai même accepté d'aller à une grande réunion à la porte de Versailles où leur jeune gourou fit un discours. Non seulement je n'ai pas senti de spiritualité au niveau qui me convenait, mais j'ai trouvé que ce gourou ne disait que des lieux communs, très simplistes, qui m'apparaissaient comme des enfantillages. François n'avait pas le droit de révéler ce qu'il avait reçu, sous peine des pires châtiments, mais je lui posais des questions. Et il ne pouvait pas dire non si je me rapprochais. J'avais compris qu'il fallait passer par la méditation, dont j'avais déjà entendu parler sans trop savoir ce que ça signifiait. Et tous les jours, je m'asseyais en tailleur, dans le noir, pendant une dizaine de minutes. J'étais bien peu reposé, mais je ne ressentais aucun des effets que j'avais ressentis avant. Quelques jeunes de la secte de François que j'avais rencontrés partirent en Suisse dans un moulin en pleine nature, et j'allais les rejoindre à la fin de l'été. Quand je leur parlais des nombreuses visions que j'avais eues, ils étaient tous surpris, n'ayant jamais ressenti de telles choses. Je leur posais sans cesse des questions où ils ne me répondaient que par oui si je me rapprochais. De retour à Paris, je m'étais assis dans le noir, dans une position non pas en tailleur à l'indienne, mais comme les statues égyptiennes sur le bras de mon canapé. D'un seul coup, j'ai perçu, senti une flamme blanche bordée de ciselures bleutées me pénétrer par la tête et s'agitant dans tous les sens à l'intérieur de mon corps. C'était comme si elle nettoyait mon enveloppe
où les viscères avaient disparu. Je me tordais en silence, avec l'apparence d'une grande torture, alors que ce n'était qu'une jouissance absolue. Plus tard, j'ai fait le lien avec la flamme que les apôtres ont reçue à la Pentecôte et qu'ils appelaient le Saint-Esprit. Car comme eux, j'avais ressenti le besoin de transmettre cette énergie au monde entier. Le lendemain, je reçus une amie portugaise qui fut la première à qui je transmis l'énergie. J'en parlerai la prochaine fois. Retour à 1965. Pour les vacances d'été, je fus engagé par Voir et Connaître, une agence de voyage qui organisait des séjours en Espagne. Bien que je ne parlais pas espagnol, je fus chargé pendant un mois de m'occuper gratuitement des vacanciers dans plusieurs hôtels à Cadaqués au bord de la Costa Brava. Je tombais amoureux de cette petite ville nichée entre des montagnes avec beaucoup de criques pour des baignades tranquilles. Comme je devais aller à la gare chaque semaine chercher les nouveaux estivants, je choisissais le premier, les belles vacancières qui se présentaient avides d'aventure, amoureuses, au grand mécontentement des autres garçons qui séjournaient. Je me rattrapais de tout ce temps où j'avais été sevré par mes études. J'allais parfois me promener à Port-Légat, tout proche, rendu célèbre par Salvador Dali, qui habitait d'anciennes maisons de pêcheurs au bord de cette jolie lagune qu'il avait représentée dans de nombreux tableaux. On le voyait de temps en temps se promener en compagnie de sa femme, Gala, et d'un éphèbe ressemblant à Dali jeune. C'était l'amant de Gala, accepté et encouragé par le peintre, qui disait publiquement qu'il était devenu impuissant. Il y avait une ambiance très sympathique, car on y tournait un film, Les pianos mécaniques, avec Hardy Kruger et Mélina Mercouri. Avec le recul, je me rends compte que c'était un clin d'œil du destin, car Mélina était grecque, future ministre de la Culture en Grèce. Et surtout, elle était la cousine d'Iris Claire, grecque aussi, que je rencontrerai beaucoup plus tard et qui eut une grande importance dans ma vie. Je fis de la figuration dans un bal où j'ai dansé avec une belle dame voluptueusement enlacée. Mais quand le réalisateur a dit stop, je me suis trouvé tout bête de voir cette volupté stopper aussi soudainement. Une nuit, je rencontrai une petite Anglaise faisant partie de l'équipe de tournage. Elle était en pleurs, abandonnée par son soupirant. Pour la consoler, je lui proposai de prendre un bain de minuit, qu'elle accepta aussitôt, et nous allâmes nus sur un îlot proche. Là, sur un petit muret, on s'allongea pour faire l'amour sous les étoiles et la lune, comme une sorte d'offrande aux divinités de la nuit. Heureusement, la Guardia Civile ne passa pas, car ce genre d'activité était interdit, et si on s'était fait prendre, on aurait pu avoir de sérieux ennuis. C'était encore le régime de Franco. J'ai suivi les conseils que m'avait donnés mon professeur d'allemand du lycée technique Vauban. L'été, il accompagnait des touristes dans les pays de l'Est et il m'avait donné des tuyaux pour en faire un peu d'argent. Avec l'aide du représentant local catalan de Voir et Connaître, j'ai organisé une excursion payante en car pour aller à Barcelone où je n'avais jamais été. Mes connaissances en architecture m'ont permis de donner beaucoup d'explications sur des constructions qu'on découvre ensemble et les voyageurs en furent satisfaits. On visita des immeubles construits par Gaudi et surtout le chantier de la magnifique cathédrale Sagrada Familia, une architecture qui me plaît beaucoup. Puis ce fut le retour à Paris.